Les armes à feu copiées sans vergogne de l'histoire. La fabrication d'armes est essentielle au système de défense de chaque pays. Avoir une industrie de défense nationale donne à un pays la capacité de défendre son territoire et ses intérêts de manière indépendante. La production d'armes, même de petite taille, reste néanmoins une entreprise onéreuse et complexe. Il faut beaucoup de temps, de connaissances expertes et d'argent pour concevoir l'arme, la tester et finalement la mettre en production. C'est pourquoi de nombreux pays ont recours à la production sous licence d'armes à feu. Il est bien moins cher et plus efficace de produire une arme qu'un autre pays a développé. Cela peut cependant se faire au prix de tensions politiques et diplomatiques. Il n'est pas rare de constater que certains pays ont recours à la production d'armes non licenciées, généralement par espionnage industriel, et sont utilisées pour fabriquer des armes imitées. Certaines de ces armes n'ont que quelques caractéristiques dites empruntées, tandis que d'autres sont de véritables copies des originales. Le MP3008. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était l'un des rares pays où les soldats avaient reçu des mitraillettes. Ces dernières provenaient de l'immense arsenal d'armes qu'ils ont réussi à produire en masse pendant la montée des hostilités, la principale étant l'iconique MP40. Au début de la guerre, la Grande-Bretagne et ses deux alliés n'avaient absolument rien pour rivaliser avec ces nouvelles armes légères et à tir rapide. Ils ont donc commencé à acheter des milliers de mitraillettes, Thompson M1928 et plus tard M1A1, fabriquées aux États-Unis. Cela n'était cependant toujours pas suffisant pour rivaliser avec les Allemands. La solution était la mitraillette Sten, un design simple et surtout une arme à faible coût de production. Des millions de Stens, comprenant diverses versions, ont été produites pendant et après la guerre. L'arme, au cours de sa période d'utilisation, a acquis une mauvaise réputation et était considérée comme l'une des mitraillettes les moins populaires de l'époque, n'étant précise qu'à très courte portée. Cependant, le Sten a réussi à remplir son rôle d'arme bon marché et facile à fabriquer pour équiper les soldats à grande échelle. Les flux de la guerre ont continué à évoluer à l'approche de sa fin. Les bombardements alliés ont paralysé l'industrie de guerre allemande et elle a perdu presque tout son élan. De ce fait, début 1945, sa faculté à maintenir la machine de guerre allemande opérationnelle faiblissait. Les Allemands ont donc essayé de créer leur propre version du pistolet Sten en produisant une arme de type très similaire. Il s'est avéré que les mitraillettes allemandes sont devenues des répliques presque parfaites du Sten Mark II. Les Allemands se sont emparés des mitraillettes britanniques Sten Mark II au premier stade de la guerre. Ils ont trouvé que l'arme était de mauvaise qualité et incomparable à la bien supérieure MP40. Cependant, en 1945, la situation désespérée a nécessité des mesures désespérées. La pénurie de mitraillettes est devenue presque totalement intolérable, et la valeur de cette arme, qui pouvait être produite en masse avec peu d'efforts, était nécessaire de manière imminente comme l'arme pour équiper les unités du Volksturm, également connue sous le nom de Milice populaire d'Allemagne. Le résultat a été un modèle de mitraillette nommé le MP3008. Les concepteurs allemands ont copié le Sten Mark II britannique, presque dans les moindres détails. La seule partie qui différait était le bâton de magasin orienté vers le bas du MP38 et du MP40 par rapport au magasin monté sur le côté du Sten. Dans les derniers jours de sa production, le MP3008 a également vu sa distinctive crosse en acier remplacée par une en bois. Cela résultait d'une pénurie majeure de matériaux. L'arme a été produite par les principaux fabricants d'armes allemands, Moser, Henel et Walter, avec la collaboration d'autres. Moins de 10 000 exemplaires de l'arme ont été produits avant la fin de la guerre. Cependant, l'usine Moser a continué à produire une version très similaire, appelée Geret Potsdam. Cette arme était une autre copie du Sten Mark II. Au final, aucune de ces mitraillettes n'a aidé les Allemands à éviter une défaite totale de la guerre. Cela n'a fait que révéler le véritable désespoir des Allemands dans les derniers jours de la guerre. L'Israel Military Industries Galil. Lorsque la sécurité d'un pays est en jeu, toutes les options sont sur la table, y compris la copie d'armes. Pendant la guerre des 6 jours, les Israéliens ont découvert que leurs fusils automatiques légers, FN standard de l'armée, fonctionnaient mal dans les conditions désertiques. Comparés aux AK-47 égyptiens, construits par les soviétiques. Bien que souvent moins précis, l'AK-47 était une arme beaucoup plus fiable et robuste.
Encore plus important, il résistait à presque toutes les conditions, offrant la grande fiabilité recherchée par les Israéliens. L'objectif final était de créer une version de l'AK-47, qui pourrait être aussi précise qu'un M16 ou un fusil automatique léger FN. Le gouvernement a lancé un concours pour un nouveau fusil d'assaut de dotation standard. Parmi les plusieurs modèles considérés, le gouvernement israélien a fini par choisir un fusil conçu par Israel Galil, un inventeur palestinien, et son collègue Yaakov Lior. Comme l'armée cherchait un fusil similaire à celui de l'AK-47, Galil et Lior ont eu recours à la copie du mécanisme et du design du récepteur d'une autre copie de l'AK-47, le fusil d'assaut finlandais RK-62. Les Finlandais avaient basé leur conception sur une licence polonaise de l'AK-47. Cela a abouti à la production d'une arme de très haute qualité. La qualité de construction supérieure du RK-62 a attiré l'attention des Israéliens. Galil et Lior ont conçu leur arme en se basant sur le fusil finlandais. Après l'avoir étudié, les premiers fusils T-Galil à être fabriqués avaient les véritables récepteurs du RK-62 intégrés en eux. La plateforme du Galil contenait un système de piston à gaz de type Kalachnikov. La différence cruciale était que le canon était chambré pour des cartouches de 5.56 par 45 mm autant, contrairement au RK-62, qui tirait des cartouches de 7.62 par 39 mm. L'utilisation des cartouches de 5.56 produisait une pression de fonctionnement beaucoup plus élevée, et nécessitait donc un changement dans la conception du récepteur. Au lieu d'utiliser les récepteurs en tôle d'acier estampée et rivetée, Galil a introduit un type forgé fraisé. Ces améliorations ont renforcé la durabilité du fusil, mais ont aussi alourdi son poids total. En plus du commutateur standard de sélection de tir de type AK-47 sur le côté droit du récepteur, le Galil avait également un sélecteur de pouce sur la face gauche, juste au-dessus de la poignée de pistolet. Les tests, effectués à la fin des années 1960 et au début des années 1970, ont servi de garantie pour l'armée israélienne que le choix du fusil Galil comme nouveau fusil de dotation standard était la bonne décision. Suite à cela, le fusil a commencé à être produit par les industries militaires israéliennes appartenant à l'État, d'où l'abréviation IMI Galil. À partir du milieu des années 70 et pendant près de 2 décennies, l'Israel Military Industries Galil, la fierté de l'industrie de défense nationale, a été le fusil de service officiel des forces de défense israéliennes. Cependant, les événements de la guerre du Kippour de 1973 ont contraint les Israéliens à armer leurs soldats avec un autre fusil. Comme la production du Galil était lente et coûteuse, et que l'armée avait besoin d'un grand nombre de fusils immédiatement, le gouvernement a obtenu 60 000 fusils d'assaut M16A1 par l'intermédiaire du programme d'aide militaire des États-Unis. Au lieu du Galil, les soldats israéliens étaient maintenant armés de M16A1 fabriqués aux États-Unis, qui étaient souvent préférés par la majorité des soldats israéliens. Néanmoins, le Galil est resté en service dans toutes les branches, et a été l'arme de choix de la garde de la Knesset, l'unité de sécurité protectrice israélienne, jusqu'en 1998. Les IMI Galil ont continué à être fabriqués dans 3 configurations de base. La mitrailleuse, ou ARM, pour faire court, le fusil automatique, ou AR, et le fusil automatique court, ou SAR. Les IMI Galil ont été utilisés dans les 3 versions par les forces militaires et de police du monde entier. Le fusil a également été fabriqué sous licence en Italie, en Afrique du Sud, en Suède et au Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie. 6. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le programme Lend-Lease des États-Unis a conduit à l'utilisation généralisée d'armes fabriquées en Amérique, dans de nombreux conflits à travers le monde. Par exemple, les armes américaines étaient utilisées par les troupes alliées, ainsi que par les guerrieros dans les Balkans, ainsi que par les troupes du Kuomintang en Chine. Dans ce programme, les forces nationalistes chinoises ont reçu beaucoup de mitraillettes M3 et M3A1 Grease des États-Unis. Lorsque la guerre s'est terminée et que le programme Lend-Lease a cessé, l'importation de ces armes à feu dans le pays a considérablement diminué. Cependant, les forces nationalistes chinoises avaient toujours besoin d'armes en raison des hostilités domestiques entre les nationalistes et les communistes, qui ont fait rage pendant encore 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après que les communistes aient finalement pris le dessus en utilisant de grandes quantités d'armes abandonnées par les Japonais après la Seconde Guerre mondiale, les nationalistes ont essayé de rivaliser avec leurs forces
en augmentant leur propre production d'armes. À cette fin, l'arsenal de Shenyang, contrôlé par les nationalistes près de Mukden, a commencé la production de copies du Grease Gun. Le pistolet mitrailleur, qui était une copie presque exacte du M3A1, a été désigné le type 36. Le nom est venu du fait qu'ils l'ont adopté en l'an 1947, également connu sous le nom de 36e année du calendrier de la République chinoise, qui a commencé en 1912, l'année de la fondation de la République de Chine. Bien que le type 36 utilisait la même munition de calibre 45 automatique Colt Pistol et ne différait du M3A1 que par un écrou de canon différent et l'absence d'un conteneur d'huile à l'intérieur de la poignée du pistolet. La plupart des pièces n'étaient pas interchangeables. Bien que très similaire à la plateforme du Grease Gun, le type 36 était de qualité relativement médiocre. Bien qu'il s'agisse d'une arme apparemment simple, le Grease Gun nécessitait un processus de fabrication complexe, impliquant de grandes machines à estamper, quelque chose que les Chinois n'avaient pas à l'époque. Cependant, le fait que la Shenyang Arms Company manquait de la machinerie appropriée n'a pas empêché les nationalistes de produire environ 10 000 copies du type 36. Le type 37, chambré pour des cartouches Parabellum de 9 mm, a été introduit l'année suivante. En 1949, lorsque les communistes ont pris le contrôle de la Chine continentale, les nationalistes ont été contraints de déplacer toute la ligne de production de l'arsenal de Shenyang à Formose, l'île maintenant connue sous le nom de Taïwan. Là-bas, ils ont poursuivi la production du type 37 sous sa nouvelle désignation, le type 39. Durant la guerre, les forces communistes ont saisi un nombre important de types 36 et 37. Ils ont ensuite utilisé ces armes contre les Américains, en Corée et au Vietnam. Le Norinco CQ-311. Les Chinois n'ont pas arrêté de copier les armes américaines avec la copie du type 36 Grease Gun. En fait, l'acte de copier des armes a continué dans le pays jusqu'à ce jour. L'un des exemples les plus flagrants d'une copie chinoise est le CQ-311, un fusil d'assaut de calibre 5.56 mm, fabriqué par la tristement célèbre entreprise Norinco, a été introduit au début des années 1980 et est une copie directe de la plateforme AR-15 du Colt, plus spécifiquement la série de fusils M16. Comme l'original, le CQ-311 est également produit en deux versions. La version militaire avec tir sélectif et la version semi-automatique pour le marché civil, désignée le CQ-311-1. Bien qu'il soit une copie directe du M16 américain, le CQ-311 présente plusieurs différences mineures, la plus reconnaissable étant la poignée courbée. En dehors de cela, le CQ-311 a également une crosse et une mire différentes. Ce qui est invisible, c'est la différence de qualité des matériaux. Alors que Colt utilise de l'aluminium T70-74 dans le processus de fabrication, Norinco utilise de l'aluminium T60-60, qui utilise le moulage par injection de métal, plutôt que la technique de forgage supérieure que l'entreprise américaine utilise. La copie du CQ-311 a le même canon que l'original M16, avec une longueur de 19.9 pouces, soit 508 mm, ainsi qu'un canon rayé de 1/12, ce qui lui permet de tirer le même type de munitions. La cartouche Ball M193 Autant de 5.56 mm. De plus, Norinco a copié les munitions et les a nommées cartouches de type CJ. La version civile utilise la cartouche commerciale 223 Remington. En 2006, Norinco a introduit une version carabine, le CQ-311 Type A. La carabine était clairement une copie de la carabine d'assaut américaine M4A1. Bien qu'étant une entreprise de défense d'État, les fusils d'assaut CQ-311 de Norinco sont produits uniquement pour l'exportation. Pas une seule copie n'a été délivrée aux forces armées chinoises. Cependant, les armées et les forces de police du monde entier, principalement en Afrique et en Asie, ont le CQ-311 dans leur armement, principalement en raison du faible coût de l'arme. La version commerciale a été vendue aux États-Unis et au Canada, mais a été interdite en 1989 et en 2020 respectivement. Cependant, cette version peut toujours être achetée en Italie, en Ukraine et en Afrique du Sud. Bien que d'une qualité inférieure, le CQ-311 reste en concurrence avec les fabricants américains, principalement en raison de son coût nettement inférieur à l'original. La mitrailleuse M53. La copie directe est presque toujours effectuée de manière connue sous le nom d'ingénierie inverse.
Ce processus implique de déconstruire l'arme cible en composants individuels pour extraire des informations de conception. Une fois obtenues, les données sont intégrées dans la documentation technique requise pour fabriquer la copie. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des ingénieurs yougoslaves de l'usine Crvena Zastava ont utilisé cette méthode pour faire une copie de la célèbre mitrailleuse allemande MG42, qu'ils ont appelée la M53. Étant l'une des meilleures mitrailleuses de la guerre, la MG42 a été largement utilisée dans les années d'après-guerre comme modèle pour la production sous licence et non licenciée. D'autres fabricants ont copié des éléments de son mécanisme pour concevoir de nouveaux types de mitrailleuses. Les Yougoslaves ont profité du fait que les Allemands avaient occupé le pays pendant la guerre et que des centaines de MG42 avaient été laissées par les troupes d'occupation. Les armes capturées ont été distribuées à la nouvelle armée populaire yougoslave, dont les dirigeants ont décidé de faire de la MG42 la mitrailleuse standard. Comme il n'y avait aucun moyen de l'acheter aux Allemands, les Yougoslaves ont dû faire leur propre copie. Même s'ils avaient des exemples originaux à leur disposition et avaient probablement accès à la documentation technique originale fournie par les soviétiques, la création d'une arme copiée restait une tâche difficile. Le principal problème était la cartouche standard yougoslave de 7.9 mm, la balle M49. Même si elle était du même calibre que la cartouche Mauser de 7.92 par 57 mm utilisée par la MG42, la M49 avait une balle quelque peu plus lourde qui provoquait des enrayements fréquents, ainsi que des étuis de cartouches cassées et d'autres pièces d'armes. Les ingénieurs yougoslaves ont sollicité l'aide de Rheinmetall, mais ont été rejetés par les Allemands, qui ne voulaient pas participer à la rétro-ingénierie de leur propre conception. Finalement, l'un des ingénieurs yougoslaves a approché le professeur Werner Grüner à l'Institut de génie mécanique de Dresde, le concepteur original de la MG42. Grüner a accepté et offert son aide. Avec son aide, les Yougoslaves ont résolu les problèmes de raccourcissement du ressort de recul, réduisant ainsi la cadence de tir. En 1953, Rheinmetall a poursuivi les Yougoslaves devant la Cour internationale de justice à La Haye pour violation de leurs droits de brevet. Les Yougoslaves ont remporté l'affaire, cependant, en affirmant que les brevets faisaient partie des indemnités de guerre de l'Allemagne. Les Yougoslaves ont finalement produit plus de 40 000 copies de la M53, avant que la mitrailleuse polyvalente soviétique Pulemo Kalachnikova Modernizirovanyi ne la remplace. Dans le monde de la fabrication d'armes, la copie est un phénomène courant, le plus souvent dans le cadre de divers accords de licence. Il existe cependant des exemples où les fabricants ont recours à des méthodes illégales pour obtenir la documentation technique des armes qu'ils souhaitent créer. Le résultat est souvent une copie flagrante et honteuse de l'original.